D'abord, porter le poids de Dante, pourrait faire tituber n'importe qui, et construire un portrait admissible de Dante, c'est déjà une entreprise extrême. On dira que Dante, c'est d'abord une intelligence démesurée, hors du commun, qui est advenue en un moment lui-même démesuré et hors du commun, c'est la naissance du capitalisme à Florence. Donc, par naissance du capitalisme, je ne dis pas que disons, la théorie bancaire qui va être mise en œuvre par les Médicis soit déjà un mécanisme de production de la plus-value. Je dis que c'est le passage de l'accumulation primitive par le rapt et la prédation en un système de réseau européen bancaire qui suppose des lettres de change, donc suppose des avoirs et une relation fiduciaire sur tout le territoire européen, ce qui suppose des routes, ce qui suppose des lettres de change, ce qui suppose tout disons une construction d'un réseau économique qui sera la condition pour la phase d'après du développement du capital, c'est-à-dire la phase de productivité. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas de productivité, il y a simplement des jeux d'argent qui sont investis d'une façon, au fond, en général, agraire sur des territoires de domination. Dante, c'est donc la plus puissante des intelligences de l'Occident, consciente et capable d'être consciente du phénomène qui décide de l'avenir de l'humanité et de l'avenir du monde, en tout cas à la mesure de la vue que nous avons aujourd'hui. On pourrait donc dire que Dante, c'est une sorte de Marx qui, au lieu de s'intéresser à la révolution, s'intéresse à la relation amoureuse. La question de l'amour des femmes, parce que avant de passer à des conceptions abstraites de l'amour, c'est d'abord l'amour des femmes. La cour d'amour des femmes est l'objet par lequel vous pouvez comprendre à la fois le capital à sa naissance et une conduite éthique dans ce domaine. Donc, dans ce domaine, on subit aussi de la possession, de l'argent, du pouvoir, de l'empire, de la politique. Dante, c'est une éthique intégrale de l'amour au temps du capitalisme naissant. Il naît d'une famille assez impliquée dans les opérations financières. Il a quand même, malgré, disons, une tendance à la plainte pour sa pauvreté, c'est quand même quelqu'un qui dispose d'un capital. Et c'est quelqu'un qui tente de faire une carrière politique à travers un appui démocratique sur les corporations. On ne peut pas penser Dante sans les corporations, ce qui a donné lieu d'ailleurs à toutes sortes de spéculations sur ses rapports avec les secrets de tradition du monde des corporations. Dante est donc quelqu'un qui, grâce à l'appui de cette voie démocratique, va pouvoir infléchir les politiques guelfes, c'est-à-dire pro-papales de son temps, jusqu'à une situation d'effondrement qui fait que, ayant été joué par d'autres factions tout aussi guelfes, c'est-à-dire tout aussi papales, va se retrouver exilé à travers des trahisons majeures, comme dans les meilleurs des romans, et il va se retrouver contraint, à la fois pour sa vigilance à l'égard du capital et sa vigilance politique, de passer au parti ennemi, qui est ennemi de celui de sa famille même, sans parler bien sûr du parti de sa femme, c'est-à-dire des alliances qu'il avait contractées dès sa jeunesse, va devoir passer au parti gibelin.
c'est-à-dire au parti des tenants du pouvoir impérial, et par pouvoir impérial, on ne veut pas dire ici un pouvoir impérial s'imposant au pouvoir du pape, mais de même source divine que le pape, ou du moins, mon même ne convient même pas. Il doit y avoir une égalité dans les responsabilités impériales et dans les responsabilités papales, le pape ayant la responsabilité du spirituel et l'empereur la responsabilité du politique et de la productivité permettant aux hommes de vivre. Donc il n'y a pas du tout l'idée que le pape, par exemple, c'est pas du tout comme Bonaparte qui met le pape sous son joug. Il proclame au contraire que même plan spirituel, l'empereur doit avoir une soumission au pape, mais que dans l'ordre temporel, c'est intégralement l'empereur qui conduit cette politique. C'est ce qu'on appelle donc une politique ghibeline, qu'il va mener jusqu'à sa mort, avec cet axe évidemment capital, c'est que dès le purgatoire, donc on va dire vers les années 1310, 1312, car on n'a pas les dates exactes de la composition de la Divine Comédie. Dans ces années-là, Dante va exprimer un profond dégoût pour les actions des Gibelins, pour la violence, j'allais dire, germanique des Gibelins. Et après la mort donc de l'empereur pour lequel il a fait combat et auprès duquel il s'est tenu et pour lequel il a écrit, donc Henri VII de Luxembourg, il va proclamer son dégoût des Gibelins, et il a cette phrase capitale qu'il a fait un parti pour lui-même. Ho fatto parte a me stesso. J'ai pris parti pour moi-même. Et cette phrase est très difficile à comprendre parce que, est-ce que parti ici veut dire qu'il a tenté une opération politique de recentrement sur d'autres pouvoirs que ceux du pape et de l'empereur? C'est une possibilité. On peut aussi entendre que ce parti qu'il a pris était celui de faire son œuvre, et que c'est la Divine Comédie qui constitue le centre organisateur de ce que j'appellerais une politique post-papale et post-impériale. Et évidemment post-Guelph et post-Gibelin. Depuis ce temps, je dis que l'amour devint seigneur et maître de mon âme. Et mon âme lui fut aussitôt unie, si étroitement qu'il commença à prendre sur moi, par la vertu que lui communiquait mon imagination, une domination telle qu'il fallut m'en remettre complètement à son bon plaisir. Il me commandait souvent de chercher à voir ce jeune ange, et c'est ainsi que dans mon enfance, je m'en allais souvent chercher après elle. Et je lui voyais une apparence si noble et si belle que certes on pouvait lui appliquer cette parole d'Homère. Elle paraissait non la fille d'un homme, mais celle d'un dieu. Alors comment l'amour entre là-dedans? C'est extraordinairement difficile à comprendre. Disons que l'amour va prendre une structure stratifiée chez lui. Il y a un amour initial pour une femme
innommable et transcendante qui est une enfant et qui se nomme Béatrice. Cet amour est d'emblée confronté à une épreuve qui constitue la notion de l'amour des femmes chez Dante, c'est-à-dire que les femmes ne cessent de mourir. Donc il n'y a pas d'éros sans l'empreinte de la mort, et au fond, exactement comme Proserpine et Pluton, il n'y a d'éros dantesque que dans la tombe et dans le creux de la tombe, c'est-à-dire le passage de la tombe vers l'enfer et vers le creux de la terre, vers le centre de la terre. L'éros dantesque est, je dirais, pantellurique, et nous parlions antérieurement de l'Erdichkeit, selon Hegel, on peut dire que Dante invente de la dimension de l'Erdichkeit, non seulement la circularité de la Terre, le caractère compassé de la Terre, mais l'amour au cœur de la Terre. Il est vrai aussi d'ailleurs que cet amour, troisième strate, va passer sur le pôle sud, traversant la Terre, et que l'éros dantesque commence ensuite par des protubérances telluriques aux antipodes du monde occidental, exactement aux antipodes de Jérusalem, et que cet antipode de Jérusalem, c'est ce que nous on appellerait dans notre langue l'île de Pâques, et l'île de Pâques, c'est l'île dans laquelle une libération progressive de la faute et du poids des matériaux et de la pesanteur vient à libérer les corps des morts, mais aussi le sien propre. Il est le seul être humain à avoir connu la dépondération de son corps dans l'île bienheureuse sous la terre. Et cette dépondération va s'effectuer, là encore, grâce à cette dimension que procure Béatrice. Béatrice morte, son regard dépondère le corps de Dante et l'entraînera de l'île de sous la terre jusque au premier cercle de la lune et d'étape en étape jusque à son étoile de naissance, c'est-à-dire les jumeaux, les Gémeaux, et des Gémeaux il sera, comment pourrons dire, appelé à un bondissement, cette fois-ci non plus tellurique mais hypercosmique, qui le conduira jusqu'à l'Empyrée. Donc Dante a une pratique amoureuse, donc à la fois de sidération, d'enténébrement par le deuil, et de dépondération ou de dépotentialisation de sa forme substantielle au cours de l'attraction d'un regard. Et c'est avec ce dispositif qui, encore une fois, reprend le mythe antique de Proserpine, de Pluton et de Déméter, et de toute la théorie des aurores de la tradition du sanskrit et du Veda, jusque à une Assomption qui s'associe au grand moment, disons, dépondéré du christianisme. Je le nomme bien sûr la transfiguration, l'ascension et l'Assomption, jusqu'à cette pointe ultime qu'est l'Apocalypse. Voilà comment on pourrait décrire ce qu'est une éthique chevaleresque au temps de la naissance du capitalisme. Dans cette partie du livre de ma mémoire, avant laquelle on ne trouverait pas grand-chose à lire, se trouve un chapitre ayant pour titre « Incipit Vita Nuova », commencement d'une nouvelle vie. Dans ce chapitre se trouvent écrits des passages que j'ai l'intention de rassembler dans ce petit livre, sinon textuellement, du moins suivant la signification qu'ils avaient.